Et maintenant, l'invité de la matinale. Alors qu'on sait depuis hier que Salah Abdeslam aimerait rencontrer des victimes des attentats de Paris en 2015 ou des proches de victimes et qu'on commémorera demain les 10 ans de ces attentats, je reçois le réalisateur de la série Des Vivants, diffusée sur France 2 et accessible en ligne depuis le 3 novembre dernier sur francetv.fr. Jean-Xavier de Lestrade, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique de cette série que j'ai dévorée hier jusqu'au 6e épisode. Je m'en garde sous le pied, comme on dit. La première question qui me vient, Jean-Xavier de Lestrade, vous qui avez réalisé cette série formidable, après l'avoir regardée, c'est la question du choix. Vous avez décidé de mettre le focus sur 7 des victimes rescapées du Bataclan, il y en a heureusement beaucoup plus, celles qui ont été libérées par la BRI dans ce petit couloir de la salle de spectacle. Pourquoi ces 7-là ? Parce que dans cette nuit d'horreur du 13 novembre dernier, il y a eu un groupe de personnes, 11 personnes qui ont été retenues en otage au premier étage du Bataclan pendant presque 2h30 par les 2 terroristes qui restaient. Et ce sont, dans cette nuit d'horreur, encore une fois, les seules personnes qui ont vraiment interagi avec les terroristes, qui ont échangé des paroles, croisé leurs regards. Et cette histoire-là, finalement, on la connaît mal, on la connaît peu. Et je me suis posé la question, au fond, quand pendant 2h30, vous êtes... ils avaient été témoins, ils avaient vu ce qui s'était passé dans la fosse, ils avaient vu le massacre. Donc, quand on les amène dans ce couloir, avec donc encore une fois ces 2 terroristes qui ont leur Kalachnikov, gilet bourré d'explosifs, ils savent que c'est la fin de leur vie, que ça va s'arrêter là. Et ce huis clos terrible va ponctuer toute la série. Oui, et ça dure pendant presque 2h30, encore une fois, et donc, en fait, comment, je me posais vraiment la question, quand on sort de là vivant, mais vivant comment, en fait? Comment on peut vivre après avec ce dont on a été témoin, le massacre, et puis cette culpabilité là du survivant ils ont tous leurs 2 bras, leurs 2 jambes, mais au fond, comment on peut récupérer sa vie si jamais on peut le faire. Donc voilà, ce sont des rescapés quand même un peu particuliers, et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce groupe, et surtout aussi, point essentiel, c'est que dans ces 11 otages, il y en a 7 d'entre eux qui ont constitué un groupe. Ils ont eu besoin de se revoir après. C'est l'essentiel de la série, d'ailleurs. C'est l'essentiel de la série. Parce que quand on parle de ce huis clos, disons, fondateur, il y a des flashbacks qui nous renvoient donc à cet emprisonnement qui dure 2 heures, les mitraillettes, etc. Mais en fait, les 8 épisodes de la série, c'est la construction d'une amitié, c'est des gens qui se reconstruisent et c'est des trajectoires de victimes, et notamment de ces 7-là. En tant que réalisateur et dans ce contexte-là, même 10 ans après, vous avez pris un énorme risque, parce que à chaque plan de la vie de ces gens-là, qui est reconstituée dans une fiction, avec des acteurs, vous prenez un risque, c'est celui de trahir ces victimes, ce qu'elles ont vécu, leurs souffrances, celles de leurs proches. Chaque plan est piégé, si j'ose dire. Comment vous vous en êtes sorti ? D'abord, l'écriture des scénarios a été faite à partir de leur récit. Précisément, avec Antoine Lacomblaise, le scénariste, on les a vus des journées entières, et c'est eux qui nous ont raconté leur histoire, leur propre histoire. Et ils étaient tous d'accord pour le faire, parce que sinon ça n'aurait pas marché. Exactement. Et les 7 étaient d'accord, sinon on l'aurait pas fait. Il fallait vraiment l'accord de tous. Et donc, à partir de ce récit très précis qu'ils nous ont fait, et ils ont eu quand même cette générosité de partager leur intimité avec nous, hein, et de se livrer vraiment, de livrer des choses parfois après coup ils nous ont dit mais on l'a même pas dit à notre psy, quoi. Et donc, voilà, c'est des choses très très précises, très intimes. Et donc, effectivement, la difficulté, c'était, on se disait, il faut pas les trahir. Ah oui. Et en même temps,
il faut pas les trahir, bien sûr, mais ne pas les trahir, ce n'est pas non plus raconter qu'une vision angélique de ce que c'est que la vie après ou des héros et tout ça. Et il fallait aussi les montrer, eux, dans leurs faiblesses, dans les moments où ils sont pas si agréables que ça. Le risque, c'était auprès d'eux, mais c'était aussi auprès de 66 millions, si j'ose dire, de Français qui auraient pu, les autres victimes, évidemment, les autres rescapés du Bataclan, et puis ensuite, tous les inspecteurs des travaux finis que vous auriez eu sur le dos pour dire mais comment osez-vous, comment ceci, comment cela. Donc c'était risqué. Alors on a une question, on se dit mais est-ce que tout est vrai? Par exemple, vous racontez évidemment leurs problèmes intimes, ils ont des problèmes amoureux, il y en a qui n'arrivent plus à faire l'amour, il y en a qui n'arrivent plus à travailler, il y en a qui n'arrivent plus à s'occuper de leurs enfants correctement, il y en a qui ont des problèmes au boulot. Il y a une scène absolument incroyable où l'une des ex-otages se voit reprocher par sa DRH et son manager d'être de trop bonne humeur au bureau. Alors ça, je me suis dit, c'est pas possible, il l'a inventé. Non, c'est presque la scène qui est la plus, mais précisément, quasiment dans les dialogues, au mot à mot de ce que Marie, puisque c'est le personnage de Marie qui a vécu ça, qui a vécu quand elle a vu la série. Évidemment, ils ont tous vu la série. Elle a dit, mais waouh, cette scène, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est incroyable parce que c'est la scène la plus incroyable tellement les deux managers ont l'air cons. Disons les choses comme ça. Hein, et alors, il y a même un manager qui dit à la victime, salarié qui fait tout pour s'en sortir et ne pas contaminer son entourage au bureau, il lui dit, tu augmentes ma charge mentale. Exactement, oui. Oui, parce que comme si son malheur à elle, diffusait quelque chose et donc fait en sorte que voilà, ça alourdit l'ambiance peut-être de l'entreprise, tout ça, mais oui, on a été quand même avec Antoine Lacombe dans l'écriture, on a été très précis sur énormément de moments. Il n'y a pas de personnage inventé, il n'y a pas de dramaturgie inventée. Et je pense que c'est ce qui fait la valeur de la série, c'est que quand on la regarde, alors oui, c'est la fiction, ce sont des comédiens qui incarnent des personnages, mais ces personnages existent vraiment, et ce que l'on voit, c'est vraiment leur vie. Et en même temps, c'est pas un procès-verbal de la vie qui a suivi, ça reste une fiction, parce que votre immense talent, Jean-Xavier de Lestrade, c'est peu à peu, on quitte l'univers du terrorisme, du drame, et ses séquelles, il est évidemment là, il plane sur tout le film, mais petit à petit, la série devient une série sur l'amitié. Filmer la reconstruction, filmer des scènes d'action, etc., c'est formidable. Mais ce qu'il est encore plus, c'est de filmer l'amitié. Comment on filme l'amitié? C'est une très bonne question, parce que c'est quasiment la chose au départ qui m'inquiétait le plus. Comment filmer? Ce qui était intéressant là, c'était le groupe. C'est ce groupe qui s'est constitué, ce groupe qui avait besoin de se retrouver, d'échanger. Je me disais, mais comment je vais pouvoir mettre ça en scène? Or, eux se sont retrouvés mais des dizaines et des dizaines de fois dans une brasserie où ils avaient besoin de parler, de chanter, de rire. Et donc, il fallait constituer un groupe de comédiens qui vraiment puissent rendre ça à l'image, à l'écran. Et je sais qu'avec ces comédiens, j'ai commencé, ces comédiens qui sont Benjamin Laverne, Alix Poisson, Antoine Reynards, Anne Stephens. Ils sont formidables. Ils sont formidables. Oui, vraiment, tous là, ils sont absolument formidables. Et j'ai commencé les répétitions avec eux par les faire répéter les chansons. Alors justement, c'est le personnage très secondaire du film, mais on s'aperçoit que la musique, et on est sur Radio Classique, a un grand rôle dans ce film, puisque c'est la chanson qui effectivement scelle l'amitié, ou en tout cas c'est ça ce qu'il exprime à l'écran quand ils se mettent à gratter leur guitare et qu'ils chantent tous ensemble. Oui, parce que en fait ils ont été pris en otage parce qu'ils assistaient à un concert. Il faut pas l'oublier. C'est des gens qui sont amoureux à la base, qui sont amoureux de musique, qui sont amoureux de rock en général, enfin la plupart. Et ce qui les réunit, c'est vraiment cet amour-là de la musique. Est-ce que les comédiens, de la même façon que les ex-otages, c'est un peu à la vie et à la mort, si j'ose dire, plutôt à la mort à la vie d'ailleurs. Est-ce que les comédiens vont sceller une amitié où finalement la troupe se disperse, ou est-ce que ce que vous leur avez fait faire et la performance et le sujet fait que ces 7 comédiens-là vont rester groupés?
Est-ce que dans l'avenir, est-ce qu'ils vont le rester? Je ne sais pas, mais là, en tout cas, aujourd'hui, alors que le tournage s'est terminé il y a 6 mois, ils ont toujours un groupe WhatsApp et ils échangent comme les victimes, en fait. Comme les victimes. Non, et ils échangent quotidiennement. Ça les a vraiment soudés. Et ce groupe, eux, les comédiens, et aussi les ex-otages, qui se sont auto-appelés les potages. Il y a un groupe entre eux, il y a quelque chose qui circule, qui est très fort et qui ressemble très fort à de l'amitié. Jean-Xavier de Lestrade, vous avez réalisé des documentaires, vous avez même eu un Oscar pour Justice des hommes en 2002. Et 2 ans avant, vous avez obtenu le prix Albert Londres pour un documentaire qui suivait une avocate des bourreaux des Tutsis au Rwanda. Et là, on change de registre. Vous êtes passé par la case bourreau avant de passer par la case victime, si j'ose dire, dans votre œuvre cinématographique. Quel regard portez-vous sur Salah Abdeslam qui demande à rencontrer les victimes pour échanger avec elles? Son cas est quand même un peu particulier parce que là, la question est assez difficile. Je sais, il y a parmi les victimes du Bataclan, des terrasses ou du Stade de France, enfin en tout cas du Bataclan, j'en connais quelques-unes. Certaines victimes ont fait la démarche. Elles veulent aller d'aller voir. Alors peut-être pas Salah Abdeslam, mais d'être allé en prison, rencontrer des djihadistes, des gens qui s'étaient radicalisés. Cette démarche-là a été faite par certaines victimes. Et ça, on peut le comprendre. Après, c'est toujours des démarches individuelles particulières. Que cela vienne d'un auteur de l'attentat, ça peut pas venir de lui. Ça peut pas être une demande de sa part. Ça, c'est pas tellement acceptable parce que bon, pour l'instant, rien ne prouve qu'il ait changé, rien ne prouve que dans sa tête, surtout les événements qu'on a vus dans l'actualité dernièrement, tendent à prouver que rien. L'affaire des clés USB, par exemple. L'affaire des clés USB, voilà, il n'a pas vraiment changé. Donc, est-ce que c'est de la manipulation, une nouvelle forme de perversité chez lui? C'est très compliqué. Mais quand cela vient des victimes, cette démarche, elle ne peut être que constructive. Mais encore une fois, c'est une démarche individuelle et parmi toutes les victimes, certaines ne comprennent pas que l'on puisse l'entreprendre. Jean-Xavier de Lestrade, merci. Des Vivants est accessible sur francetv.fr. 3 épisodes lundi prochain, c'est bien ça? Oui, lundi prochain, c'est sur France 2. Oui. Je vous les recommande absolument. Évidemment, il faut prévoir peut-être un peu de Kleenex. mais pas que. C'est très émouvant, mais c'est aussi, vous l'avez souligné. Il y a des moments rigolos, il y a des moments sympas. C'est une histoire d'amitié, c'est vraiment une histoire d'amitié. Alors justement, comme vous le dites, on va se quitter avec un extrait du film où les 7 personnages principaux chantent du Daft Punk. C'est dans un bistrot où ils ont l'habitude de se retrouver et parfois de boire un petit coup. Exactement. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. Jean-Xavier Lestrade, merci. À bientôt sur cette antenne de Radio Classique. Avec plaisir. Allez, à suivre la revue de presse. Avant cela, le rappel des titres Radio Classique.